Bonjour Olivier Merguin. Bonjour. Quel bilan faites-vous de la législature de défi sur les 5 dernières années? Je crois qu'on a porté un message de sincérité et de contradiction juste sur un certain nombre de sujets. Moi, je ne suis jamais dans la logique de l'opposition pour l'opposition, mais il y a eu, au cours de ces 5 dernières années, des moments forts. La majorité inédite au fédéral, un seul parti francophone dans une alliance gouvernementale, c'est inédit, avec un partenaire, NVA, qui s'est quand même finalement révélé sous son vrai jour. On va en revenir. Vraiment, ce que j'avais annoncé, à savoir que c'était le gouvernement qui allait subir le supplice chinois. Vous savez, le supplice chinois, c'est le goutte à goutte qui use, ce qui fait qu'à un moment donné, voilà, la résistance n'est plus possible. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. La NVA a usé, les institutions belges en a vidé une bonne partie de la substance. Et la NVA a obtenu finalement ce qu'elle souhaitait, c'était démontrer que la Belgique n'est pas gouvernable, ce qu'elle souhaite démontrer d'une certaine façon, pour aller vers le confédéralisme, bien entendu. Eh bien justement, tout le monde annonce une nouvelle crise, un nouveau record de 541 jours sans gouvernement. Quel rôle peut jouer Défi pour tenter de désamorcer cette crise? Je dis que Défi, parce que c'est un parti fiable, certain dans ses choix politiques et respectueux de ses engagements, a un rôle à jouer à tous les niveaux de pouvoir. Et je dis aux électeurs de Wallonie et de Bruxelles, faites-nous confiance pour apporter le changement, mais le changement sans la radicalité, sans l'extrémisme, sans l'opposition parfois stérile qui ferait qu'on rend impossible la gestion de l'État. Non, nous avons fait la preuve, et Didier Gauzoin en a la meilleure preuve. Le ministre le mieux coté dans tous les gouvernements belges, selon les observateurs de la presse, tant francophones que néerlandophones, c'est Didier Gauzoin qui a la meilleure cote pour la gestion qu'il a apportée à la politique économique et de l'emploi à Bruxelles, notamment la lutte contre le chômage et la réduction du chômage des jeunes. On y reviendra. Donc c'est la preuve que nous sommes un parti solide dans la manière de gérer et stable pour les institutions. À l'été 2017, moi j'ai refusé l'aventure institutionnelle que mon collègue du CDH, Benoît Ludgen, voulait imposer à Bruxelles. On aurait sans doute aujourd'hui plus de gouvernement bruxellois, comme il n'y a plus de gouvernement wallon, comme il n'y a plus de gouvernement fédéral. Finalement, il y a 2 présidents de partis qui ont joué avec les institutions. Bart de Wever avec le fédéral en mettant par terre le gouvernement de Charles Michel, malgré toutes les concessions qu'avait faites Charles Michel, et Benoît Ludgen qui a aussi mis en péril les institutions francophones, avec le résultat que l'on sait, c'est qu'il n'y a plus de gouvernement wallon. Tout à fait. Vous, au fédéral, vous avez une coalition idéale dans laquelle vous pourriez vous inscrire? Je crois qu'il faudra faire preuve d'audace et de changement. Moi, je souhaite que mon parti ait la force électorale. Je dis aux électeurs, faites-nous confiance pour apporter ce changement raisonnable, mais nécessaire. Et puis, nous verrons si on peut participer à une coalition que j'espère un peu inédite. Il est peut-être bien que les partis qui ont toujours eu le pouvoir pour le pouvoir soient mis de côté. Il faudra tenir compte des résultats, il faudra tenir compte de ceux qui gagnent. J'espère que je ferai partie des gagnants et je prends l'engagement que nous pourrons aller vers une coalition inédite. Après ça, à laquelle, je crois qu'inéluctablement, si Défi, écolo, peut-être on verra ce qu'il reste d'autres partis, mais si nous pouvons être un axe pour des coalitions à certains niveaux de pouvoir, je le souhaite. D'accord. Justement, alors, qu'est-ce que vous voyez comme qui a la stature d'un Premier ministre parmi les autres partis, selon vous, très honnêtement? Écoutez, il faut quelqu'un d'expérience, il ne faut pas se le cacher. Il faut quelqu'un qui apporte une capacité d'être au-dessus de la mêlée, qui, à un moment donné, a cette sorte de volonté de dépasser les antagonismes et de ne pas être à la merci d'un seul partenaire, ce qui a été le cas de Charles Michel, qui a été souvent à la merci de la NVA. Donc, oui, moi j'ai beaucoup apprécié à un moment donné le style d'un Verhofstadt, pour dire les choses très franchement, un homme que j'estime, car il avait cette capacité de créer à un moment donné un élan personnel, et quand ses partenaires de majorité hésitaient, tergiversaient, tombaient dans la polémique, lui, il donnait un élan supplémentaire. Oui, il faudrait trouver quelqu'un de cet acabit. Moi, je suis prêt à participer à une coalition gouvernementale avec une personnalité qui aurait cette volonté de travailler à projeter le pays dans l'avenir. Il faut enfin, le gouvernement sortant, je ne dis pas que tout est à rejeter de ce qu'il a fait, mais il a été trop miné par la manière dont la NVA a imposé ses thématiques, ses préférences, finalement son discours nationaliste, parce qu'il l'a imposé dans la coalition gouvernementale. Et on a vu que ça affaiblit la crédibilité de la Belgique. Mais justement, vous faites souvent allusion, donc, vous l'avez dit, que le MR était le seul parti francophone dans la coalition fédérale.
Est-ce que les francophones ont été les dindons de la farce? Vous le dites souvent, mais en quoi? Ah oui, non, on l'a vu, on a vu à travers la politique fédérale en matière, par exemple, de recherche scientifique. La recherche scientifique fédérale, qui était quand même un des points forts pour notamment le développement de l'aéronautique, qui est très importante au sud du pays, ou dans la recherche spatiale, qui est importante aussi au sud du pays, il y a eu un affaiblissement de la politique fédérale. On l'a vu dans l'affaiblissement des grandes institutions culturelles fédérales, les grands musées, la misère de nos musées nationaux est évidente. On l'a vu aussi, et ça je crois qu'il faut le dire, on croit souvent que c'était un gouvernement, quand on a un gouvernement dit de droite, et même de droite très à droite, que la sécurité va être une priorité. Eh bien, je peux apporter les preuves que pour Bruxelles notamment, le ministre Jan Bon a été un ministre qui a affaibli la politique de sécurité à Bruxelles en désinvestissant, en retirant des effectifs de police fédérale qui ne sont plus à Bruxelles. On n'a plus la police des gares, des métros, alors que c'était une mission de la police fédérale. C'est une volonté de la NVA, vous pensez? Incontestablement. Il y a eu un affaiblissement des recrutements pour la police fédérale sous le gouvernement Charles Michel et avec le ministre Jan Bon. On n'a plus une police fédérale efficace pour la lutte, et les juges d'instruction s'en plaignent, pour la lutte contre le blanchiment, la grande criminalité financière. C'est-à-dire tout ce qui soutient la grande criminalité organisée, elle est toujours financière, la grande criminalité organisée. On n'a plus les spécialistes de la police fédérale pour lutter de manière efficace. Et donc il y a des juges d'instruction qui vous disent, on n'ouvre même pas des dossiers, et parfois des dossiers lourds en termes de culpabilité, parce qu'on n'a pas les effectifs pour mener les enquêtes. Voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le résultat d'un choix délibéré de la NVA pour affaiblir les structures fédérales de la police, judiciaire notamment. J'ai regardé le programme de défi, et alors on voit des mesures comme la semaine de 4 jours, la fin des visites domiciliaires pour les chômeurs, une certaine forme de taxation du patrimoine. Ce sont des mesures... Non, attendez, je vais être précis. Allez-y. Pas la semaine des 4 jours, généralisée, certainement pas. On dit, pour les personnes qui ont peu de qualifications, notamment pour des métiers dont on sait qu'à terme, ils risquent de disparaître parce que justement le niveau de qualification est faible. Oui, il faut accepter que pour ces personnes-là, mais donc c'est un nombre restreint de personnes, on puisse faire son travail en 4 jours et avoir une journée de formation. D'accord. Donc ce n'est pas 4 jours et puis être que... à son domicile et avoir des loisirs. Non. C'est l'obligation d'avoir une formation. Parce que je crois que le grand enjeu dans le monde du travail de demain, c'est la formation continue. D'accord. Comment prévenir le risque de la perte de son job parce qu'on n'est pas en mesure de rebondir et d'avoir de nouvelles qualifications pour s'adapter au marché du travail de demain. Donc il faut permettre de libérer du temps pour ces emplois peu qualifiés pour donner une chance supplémentaire à ces travailleurs de garder un emploi dans l'avenir. Ça, c'est une première chose. Ma question était que je trouvais qu'il y avait parfois des mesures qu'on pourrait qualifier de gauche. Est-ce qu'il y a eu c'est pas de gauche, un recentrage du parti? Où est-ce que se situe le libéralisme social. L'échiquier politique. Le libéralisme social, c'est concilier la dynamique de la liberté d'entreprendre, de la créativité. Quand je vois tout ce que Didier Gauzoin a suscité comme engouement pour la création de nouvelles entreprises à Bruxelles, aujourd'hui, c'est la région bruxelloise qui a le plus haut taux en Belgique de création de start-up. Parce qu'il y a eu des facilités qui ont été données à tous ces jeunes qui veulent créer leur propre entreprise. Et en même temps, il faut avoir le souci de la solidarité. On ne peut pas réussir la cohésion d'une société si on n'a pas les deux piliers, la liberté, la créativité, l'inventivité et en même temps la solidarité. Par exemple, nous ne sommes pas pour l'impôt sur la fortune. Nous ne faisons pas partie de ceux qui pensent qu'il faut taxer finalement quoi ? L'épargne constituée essentiellement par les travailleurs au départ de leurs revenus du travail. Mais les revenus du travail ont déjà été taxés. Et donc, retaxer une deuxième fois l'épargne, c'est honteux. Par contre, il faut taxer équitablement les revenus du patrimoine. Là, il y a des évolutions à faire. Donc, nous ne sommes pas pour l'impôt sur la fortune, qui aurait d'ailleurs pour effet de faire quitter un certain nombre de fortunes, de fonds d'investissement, et ce n'est pas utile à l'économie, et ce serait en plus injuste, comme je viens de dire, sur le plan de l'équité, mais en plus, il faut avoir par contre la volonté de taxer de manière juste les revenus du patrimoine. Alors nous avons pris exemple sur ce qui se fait aux Pays-Bas, avec beaucoup d'efficacité, où finalement on taxe les revenus estimés de votre patrimoine. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais ça veut dire qu'on estime qu'à un moment donné, au regard d'un certain nombre de critères, qui est le cours de la bourse, qui est le cours des taux d'intérêt, on fait un indice composite, et on dit vous avez un patrimoine de X dizaines de milliers, X centaines de milliers d'euros, votre patrimoine doit en principe engendrer tel niveau de revenu,
Donc c'est une moyenne. Et évidemment, si vous avez eu plus de revenus, c'est parce que vous avez peut-être fait plus de capital à risque et donc vous avez peut-être eu la chance d'avoir de bons rendements sur votre capital à risque. Par contre, si une année est moins favorable, peut-être que là vous perdrez un peu. Mais fondamentalement, c'est une manière juste de taxer les revenus du patrimoine. Et là, c'est 30% sur les revenus estimés de votre patrimoine. C'est le système hollandais qui est très, très efficace, qui est très juste, qui n'affaiblit pas l'investissement dans le capital à risque et dans le soutien à l'activité économique et qui en même temps rétablit une justice entre revenus du patrimoine et revenus du travail. Et il faut être honnête à l'égard des citoyens. Il ne faut pas faire croire qu'on va pouvoir diminuer, ce que je souhaite, la taxation sur les revenus du travail. Nous avons des propositions très concrètes aussi, puisqu'on se propose d'exonérer les 13 800 premiers euros de revenus de tout impôt. Pourquoi 13 800 euros? Parce que c'est le montant de revenus nécessaire pour ne pas tomber dans la pauvreté, voire la grande pauvreté. D'accord. Donc, exonérer ces 13 800 premiers revenus, ça bénéficie à toutes les catégories de revenus, mais c'est une mesure juste. Mais en même temps, il faut rééquilibrer avec une taxation juste et équitable sur les revenus du patrimoine. Alors, à propos du chômage des jeunes, ça, je suis sûr de l'avoir lu, vous avez dit dans le programme, donc, c'est le pire cauchemar de notre société. Oui. Le chômage est quand même en baisse, on le remarque, à Bruxelles, sous l'action de Didier Gosselin, mais sous l'action du gouvernement bruxellois ou justement du fédéral? Alors soyons honnêtes. Voilà. Moi, je ne vais pas dire que tout est à mettre uniquement à l'actif du gouvernement bruxellois, même si Didier Gosselin s'est attaqué plus particulièrement au cœur de ce qui était une spécificité malencontreuse du chômage à Bruxelles, qui était le chômage élevé des jeunes chômeurs. Des jeunes. C'est la ville qui aujourd'hui connaît la plus forte baisse du chômage des jeunes en comparaison avec même Anvers, même Gand, même Liège, même Charleroi. Aujourd'hui, le chômage des jeunes à Bruxelles est plus faible que dans ces autres villes. Ça, c'est le résultat du contrat d'insertion, la garantie jeune, de ce que Didier Gosselin avait bien identifié comme le mal bruxellois, qui était la faiblesse de la qualification des jeunes chômeurs. Et il a travaillé beaucoup sur... Et il oppose beaucoup l'argument à Charles Michel qui disait tout le temps « job, job, job ». Didier Gosselin répond « formation, formation, formation », parce que c'est la condition d'avoir accès au marché. Voilà. Il a réussi cet enjeu-là, il a relevé ce défi avec beaucoup d'efficacité. Mais je reconnais qu'à côté de ça, il y a certaines mesures du gouvernement fédéral, je ne les aurais peut-être pas prises tout à fait de la même manière, qui ont porté leurs fruits. Par exemple, oui, l'exonération des cotisations de sécurité sociale sur le premier emploi engagé par un travailleur indépendant par une petite PME, c'est très utile pour permettre à ces bons employeurs potentiels d'être encouragés à faire le choix de l'engagement. Donc, soyons honnêtes, il faut avoir les mesures. Ce que je crois que par contre le gouvernement fédéral n'a pas bien évalué, c'est qu'il a imposé une réduction linéaire des cotisations de sécurité sociale sur tous les emplois. Et ce n'était pas nécessaire. Il fallait davantage focaliser sur les emplois peu qualifiés, il fallait davantage focaliser sur certains types d'emplois en concertation avec les régions. Et là, je crois que le gouvernement fédéral, finalement, pour le niveau d'emploi créé au niveau fédéral, qui n'est quand même pas exceptionnel, puisqu'on a estimé finalement qu'il y avait 35 000 à 40 emplois qui avaient vraiment été... Il y en a aussi qui filent au CPS. Voilà, 35 à 40 000 qui avaient été vraiment créés par le tax shift. Ça fait cher payer l'emploi créé grâce au tax shift. Il y a des études très sérieuses qui l'ont démontré. Et comme vous dites, il y a une mesure qui est particulièrement scandaleuse qui a été prise par le fédéral à l'égard des jeunes. C'est l'interdiction pour des jeunes qui vont jusqu'à 25 ans dans leur formation. Ça passe de 30 ans à 25 ans. Voilà, exclus de l'allocation d'insertion, donc de l'allocation d'attente sur le marché de l'emploi. Je trouve ça assez scandaleux parce que c'est finalement dire aux jeunes, ne vous formez pas. N'allez pas jusqu'au bout de vos études, ne gagnez pas en spécialisation qui serait utile à la société. Finalement, vous serez exclu du bénéfice des allocations. Alors que finalement, on sait que ces jeunes-là qui sont les plus formés auront sans doute peu de temps d'attente au chômage pour trouver un emploi et donc leur donner quand même ce levier pour garder un espoir en ayant une allocation d'insertion, c'était quand même pas un scandale, que du contraire, c'était une manière de leur donner confiance dans leur projet professionnel et dans leur formation. C'est vraiment une des mesures les plus scandaleuses qu'a prise le gouvernement Michel. D'accord. Vous allez personnellement faire un pas de côté à la présidence de Défi. Quelles sont les jeunes figures de Défi pour prendre le relais? Votre fils peut-être? Non, pas du tout. Je ne crois pas qu'il a cette ambition. Il a, pas comme président, je conseillerais. Mais les nouvelles bon, il fait partie. Parti, oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Oui, moi j'ai fait le choix. Alors je sais bien que c'est toujours un choix audacieux que de dire on passe le témoin.
Je crois que le moment était venu. C'est vrai que j'étais président longtemps et je crois que j'ai fait mon travail avec enthousiasme et avec une certaine efficacité. Mais je crois que le moment est venu de faire confiance à une nouvelle génération. Alors, je pourrais vous citer beaucoup de jeunes. Il y a Joël Maison, il y a Michael Vossart, il y a Michael Loriot, il y a Sophie Rony, il y a d'autres jeunes en Wallonie, il y a Renaud Duquesne, il y a... Ils ont assez de visibilité, c'est pas facile. Hein. Vous savez comment je suis devenu président de parti? J'avais pas de visibilité. Qui connaissait Olivier Minguin quand j'ai été élu la première fois en octobre 1995, président de parti? Pas grand monde. La fonction fait l'homme ou la femme. On a envie, mais il faut évidemment quelqu'un qui a envie de s'investir et qui a envie d'aller au front et d'être un porte-parole efficace. Mais il y en a beaucoup qui ont ce talent. Je fais confiance et vous verrez que cette nouvelle génération va bien émerger. Je dis, on est un parti de parole et de respect des engagements. Ne vous trompez pas, comme jeune, faites confiance à des partis qui sont fiables. Il y a trop de partis qui vous ont trompé. Je crois pouvoir m'honorer en disant que oui, Défi est un parti fiable. Eh bien, je vous remercie. Merci de votre accueil.